Est-ce que c'est déjà l'Espagne de Lamine Yamal? Bonjour à tous les socios, ravi de vous retrouver. Vous êtes dans le Club des 5 et on poursuit. Deuxième preview de ce championnat d'Europe qui va démarrer en Allemagne dans quelques jours. Et aujourd'hui, deuxième équipe qu'on va analyser, l'Espagne, la Roja, bien sûr, avec... comme toujours, une attente particulière autour de cette équipe où il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de qualité, il y a des jeunes exceptionnels qui sont en train d'émerger. Mais est-ce que ça suffira pour aller au bout? On va commencer à se poser la question dès aujourd'hui avec un beau plateau pour m'accompagner. Monsieur Senior Elton Mokolo. Voilà, j'espère que ça va bien et j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Pas trop déçu pour Koubarsi? Non, quelque part c'est logique. C'est logique parce qu'il va faire les Jeux Olympiques. Il pouvait décemment pas enchaîner et l'Euro et les JO. Bah, après, c'est sûr que tu aurais aimé le voir à l'Euro, mais davantage dans un rôle important parce que s'il vient en 4, ça sert à personne. Oui, c'est vrai. Ça sert à personne. Donc c'est pour ça que la décision la plus sage a été de laisser pour les Jeux Olympiques où là, il va avoir 4 semaines pour se préparer avant d'attaquer les Jeux Olympiques à Paris. Donc il sera à Paris. Il sera à Paris. Et ça, c'est intéressant. Parce que du côté par rapport à ce qui s'est passé, notamment avec le précédent Pedri, on ne voulait pas avoir des relations compliquées avec le Barça. Donc c'est pour ça qu'il ne pouvait pas faire les deux. Je comprends. Walid Acharchour. Salut Sam, salut Elton, salut à tous. Lui, il fait les 2, les 3, les 4. Il sera également à Paris 2024. On compte plus. Pedri du PAF. Comment ça va? Ça va très bien, on est là, on est en forme. Prêt pour Toujours prêt. l'Espagne? Ouais. Beaucoup de choses à dire? Oui. Le jeu, mais pas que. Des choses intéressantes. Les socios, donc comme lors de la précédente émission pour l'Allemagne, on va vous présenter cette équipe, la forme de cette nation depuis la Coupe du Monde. On va revenir sur les qualités, les défauts, les joueurs qu'on attend, les potentielles surprises, pourquoi pas, de cette équipe espagnole. En tout cas, vous nous direz, les socios, dans les commentaires, bien sûr, tout au long de l'émission, ce que vous en avez pensé. Et puis nous, on va continuer les débats avec Walid et Elton pour avoir leurs avis. Je vous rappelle juste avant bien sûr que on remercie notre partenaire Winamax, sans qui partenaire historique du Club des 5, sans qui on ne pourrait pas faire ces émissions. Et il y aura bien sûr l'instant au tableau en fin d'émission. On a vu le classement hier, on va voir maintenant avec tous les pronos de l'Euro s'il y a moyen d'aller chambouler tout ça. Commençons rapidement, allons dans le vif du sujet avec donc l'Espagne qui se présente en Allemagne cette année avec déjà une poule pas facile et puis une désillusion, Walid, celle d'être sorti en 8e au Qatar. Il y a eu plein de nouvelles choses qui ont été amorcées dans cette équipe, notamment après le départ de Luis Enrique. Ce qui est, et c'est pour ça qu'on a titré cette émission de cette manière, ce qui est déjà impressionnant en Espagne, c'est l'éternel renouvellement. Et aujourd'hui, l'arrivée de Lamine Yamal, où on se dit, c'est déjà à lui, première compétition, d'être l'un des leaders de cette équipe. Ouais, c'est la question, déjà à lui, et on va voir si elle est déjà à lui. Parce que l'ascension de Lamine Yamal, elle est vertigineuse, elle fait très très peur, dans tous les sens du terme. Est-ce qu'un joueur qui va être déjà titulaire dans cette équipe et qui va découvrir une première compétition comme l'Euro, est-ce qu'il sera déjà prêt pour endosser le leadership d'attaque, une attaque qui est quand même qui pose question, qui manque de qualité? Ça va être la question excitante et l'une des attractions de cet Euro. Est-ce qu'on va déjà trop lui en demander? Est-ce qu'il va pouvoir répondre à ça après une saison où déjà il a eu beaucoup de responsabilités dans une équipe comme le Barça? Et est-ce qu'autour, les leaders, parce qu'il y en a quand même 2-3 qui ont eu une expérience dans cette équipe, vont l'aider à l'emmener à emmener cette équipe de la Roja très très haut? Mais en même temps, moi je sais pas aujourd'hui quel est l'objectif, où est-ce que je vois cette équipe d'Espagne véritablement dans cet Euro. C'est une équipe qui n'a jamais été véritablement déclassée pendant les matchs. Que ce soit au dernier Euro ou même à la dernière Coupe du Monde où ils sortent au tir au but contre le Maroc, ils passent dans une poule où ils terminent devant l'Allemagne quand même. On a toujours dit que c'était un vivier qui n'était pas dingue par rapport aux anciennes générations, mais c'est une équipe qui arrive quand même à avoir un seuil de 6 sur 10 grâce à sa maîtrise de son football. C'est une équipe qui vient de gagner la Ligue des Nations aussi contre la Croatie, même si ça peut être anodin pour certains, ça peut faire engranger de l'expérience à certains jeunes dans cette équipe et donner du crédit à son sélectionneur, même si moi, à la base, je n'étais pas un grand fan. Donc voilà, on a plein de perspectives pour cette équipe d'Espagne dans une poule de la mort, on en parlera après, mais pas mal de choses intéressantes à décrypter.
Effectivement, on voit les chiffres espagnols depuis le Mondial 2022 avec 8 matchs dans le groupe A où ils étaient avec l'Écosse, avec la Norvège, 7 victoires pour eux, une seule défaite c'était contre l'Écosse, Elton. Avec une équipe remaniée. Exactement. Alors avec comme je disais Walid, un choix de coach qui a pu faire un petit peu débat outre Ribéry. Et qui continue. Oui, bien sûr, mais un coach qui connaît la maison. Notre cher Luis de la Fuente, qui a quand même pris en main une équipe qu'il connaissait et où on peut y constater une certaine continuité du coup par rapport à ce qu'on a pu voir lors des années Enrique. Non, parce qu'il faut recontextualiser l'arrivée de Luis de la Fuente. Il succède donc à Luis Enrique. Luis Enrique, on le connaît, demi-finaliste de l'Euro, finaliste de la Ligue des Nations face à l'équipe de France. Et personnage aussi charismatique que clivant, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant la Coupe du Monde 2022, l'ancien président de la fédération, parce qu'il n'est plus le cas, Luis Rubiales, après la qualification Final Four de la Ligue des Nations, avait souhaité que Luis Enrique prolonge. Et Luis Enrique, il avait dit non, ce ne serait pas bien de prolonger avant la Coupe du Monde, on verra après la Coupe du Monde. Sauf que est arrivé le 8e de finale face au Maroc, perdu au tir au but par l'Espagne, et qu'en gros, l'opinion publique n'a pas accepté le fait que tu perdes contre le Maroc. Et en gros, Luis Rubiales, ce qui s'est passé, c'est qu'il est revenu notamment sur sa première idée, et il s'est dit que c'était le bon moment pour décider de ne pas donner un nouveau contrat à Luis Enrique. Luis Enrique, on avait parlé notamment sur un live Twitch en disant que lui, il s'attendait davantage à prolonger, mais bon, qu'il a accepté la décision. Et ensuite, c'est Luis de la Fuente qui a été nommé. Luis de la Fuente qui a été longtemps l'entraîneur des espoirs, vainqueur de l'Euro U21 en 2019, on se souvient, parce qu'il nous avait mis une belle gifle face à l'équipe de France de Konaté. C'est le Raymond Domenech espagnol, c'est ça? Oui, voilà, c'était... Dans le profil, hein, bien sûr. Il avait un parcours davantage dans les équipes de jeunes, il a entraîné les U17, il a entraîné, les U19, il a entraîné l'équipe espoir, et donc il a eu un cursus, entre guillemets, avec cette équipe A. Ensuite, il était quand même décrié parce que c'est pas souvent qu'on fait ça du côté de l'Espagne, parce qu'il passe après Luis Enrique, il passe après Del Bosque, Lopetegui. Il passe après Lopetegui qui était également passé par les espoirs, mais qui avait aussi une carrière en club. Oui. Aussi bien avec Porto, il a été au Real Madrid. Et donc Luis de la Fuente, il est arrivé avec beaucoup, notamment d'attentes et de suspicions. La défaite contre l'Écosse n'a pas arrangé parce qu'il avait décidé de faire tourner l'équipe et donc il avait perdu. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que l'Espagne a remporté la Ligue des Nations et donc ça a un peu calmé les ardeurs, parce que même si ça reste que la Ligue des Nations, ça fait dire que l'Espagne a remporté un trophée, et ensuite les qualifications se sont bien passées. Et là, récemment, Luis de la Fuente a été prolongé jusqu'en 2026. Personnellement, si tu me demandes mon avis, j'aurais attendu un peu. Parce que, en gros, suivant ce qui peut se passer à l'Euro, aussi bien en bien ou en mal, j'aurais attendu avant de le prolonger. Mais voilà l'état des lieux pour Luis de la Fuente. Parce que c'est vrai que ça, c'est une donnée à prendre en compte, Walid, pour l'Espagne et pour aborder cet Euro, c'est que globalement, comme tu l'as dit tout à l'heure, on n'a pas eu de grosses claques sur les dernières compétitions, mais on a quand même une Espagne qui a déçu, parce que on sentait que cette équipe était assez fébrile, alors qu'il y a quand même un casting qui est plutôt pas mal. Donc on a envie de se dire que cet Euro doit aussi être là pour gommer ses erreurs précédentes. Le Maroc, on peut penser, alors l'Euro tu passes, mais la Suisse, c'est un match quand même très compliqué. La Croatie, le 8e de finale où tu te fais peur quasiment tout seul. Il y a quand même finalement, tu perds contre l'Italie. Et tu finis par perdre contre l'Italie. Le match où clairement tu aurais pu avoir. C'est ça, où t'es mal payé, je trouve. Donc c'est pour ça que finalement, c'est aussi ce qu'on attend de cette équipe d'Espagne, c'est qu'elle soit capable de nouveau d'éviter ce type de désillusion. Oui, après il faut être aussi... faut avoir de la cohérence par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui dans cette équipe, et on verra tout à l'heure, je ne sais pas si on peut l'avoir tout de suite. L'équipe probable, par exemple. L'équipe probable. Ouais, on peut, bien sûr. Voilà, on est quand même sur des jeunes joueurs, des joueurs moyens... moyen plus, on va dire. Une défense très française. Où tu dois faire les fonds de tiroir pour voir si certains défenseurs ont la nationalité espagnole ou une tante ou un cousin. Donc à un moment donné, c'est aussi par rapport à d'autres sélections comme l'Angleterre, comme la France, tu sens que t'as moins de vivier aujourd'hui, même si, attention, il y a des jeunes joueurs qui émergent, et on en parlera tout à l'heure, mais est-ce qu'ils sont... Est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce que ça arrive pas trop tôt? Moi, sincèrement, sur l'ambition et dans ma tête, qu'est-ce que doit faire l'Espagne, ou moi, je pense que quart de finale,
Tu vois, s'ils vont en quart de finale. Pour moi, c'est l'objectif. Ouais, c'est l'objectif. Mais derrière, s'ils se font éliminer en quart de finale par l'Angleterre, par l'Allemagne, par ce type d'équipe, par rapport à la France, je serais pas non plus comme un dingue, comme ça a été le cas à l'époque. Moi, je trouve qu'il y a quand même, même si ça se matérialise pas véritablement dans tous les résultats, je viens de dire Ligue des Nations, demi-finale à l'Euro, il y a quand même un déclassement qui est logique en fait. Dans notre, parce dans que notre l'équipe, elle n'est esprit. pas non plus. Tu mets cette équipe à une nation type, je sais pas moi, le Danemark, la Croatie, une équipe avec un réservoir un peu moins important. Tu te dis c'est correct pour faire un Euro. Ça peut même être une surprise. Non, mais le problème l'Espagne, c'est vrai que c'est toujours surprenant. Le problème du côté de l'Espagne, c'est qu'il y a une double problématique, à savoir que tu as un renouvellement de génération qui, on le voit à travers le 11 de départ, et qu'à côté de ça, tu as l'ombre de la génération victorieuse, à 3 reprises. D'ailleurs, ta dernière victoire en phase éliminatoire, que ce soit Euro ou Coupe du Monde pour l'Espagne, et je dis bien en 90 minutes, c'était l'Espagne-Italie et le 4-0 en finale d'Euro. Donc tout ça pour expliquer que du côté de cette sélection-là, il y a toujours cette problématique par rapport au fait que, en gros, il faut petit à petit se défaire, notamment de ce qui s'est passé à la fin, enfin au début des années 2000, avec cette double victoire à l'Euro 2008-2012 et cette victoire à la Coupe du Monde. D'ailleurs, pour l'anecdote, il en reste un qui était de l'aventure 2010, c'est Jesus Navas, ce qui n'était pas forcément le plus attendu. Donc je pense que ça peut aider du côté de l'Espagne de se défaire petit à petit de cette ombre qui est quand même pesante et de dire que l'Espagne doit lancer une nouvelle histoire et doit avoir une génération qui doit avoir son propre parcours et sa propre identité. Et donc il va être question de ça. C'est intéressant ce que tu dis. Et il va être question de ça et c'est pour ça que ça aura une influence notamment sur les joueurs qui sont attendus parce qu'il y a notamment un joueur qui attendait dans l'antichambre notamment par rapport au fait que Sergio Busquets était le leader de cette sélection, c'est un Rodri. Donc tout ça participe au fait que l'Espagne arrive notamment avec des ambitions peut-être pas aussi élevées, notamment à aller chercher le titre, parce que pour moi, ce serait trop exigeant. Mais par contre, avoir un parcours qui soit un teaser, notamment pour 2026 et 2028. Alors c'est intéressant, on va en parler justement avec les qualités et les défauts de cette équipe. On voit la liste déjà à l'écran actuellement avec, là aussi, comme on vous l'a montré hier avec l'Allemagne, les joueurs qu'on a mis en couleur sont les joueurs qui n'ont pas été dans la liste en 2022. Il y a un renouvellement qui est énorme en 18 mois pour une liste, pour une grande compétition. C'est assez bluffant. Ce qu'on a pu constater, Walid, justement, c'est intéressant ce que disait Elton sur l'identité, sur l'histoire et finalement sur... j'ai envie de dire l'ADN qui est censé avoir cette équipe espagnole, c'est aussi la maîtrise du jeu, le savoir faire circuler le ballon. On l'a vu avec Luis Enrique, parfois de manière un peu caricaturale, pardon. Après, il y a aussi un adversaire qui t'impose ça et qui te met dans ce type de rencontre. Mais pour toi, c'est une qualité aujourd'hui pour cette équipe espagnole d'avoir il y a une maîtrise globale, mais c'est pas du fait du sélectionneur, c'est de l'ADN aujourd'hui espagnol. Tout à l'heure, on a vu la compo, mais un Pedri peut être un joueur qui intègre cette composition d'équipe-là. Ils ont tous été dans les mêmes centres de formation, ils ont, en tout cas la plupart, et c'est ce qui leur permet aujourd'hui d'avoir une assise dans les matchs, une possession défensive ou offensive pour gérer les temps forts et les temps faibles, et qui compense, moi je pense, avec beaucoup de lacunes sur certains, sur le vivier individuel, le joueur autosuffisant. Le jeu associatif peut te permettre, sur le football de sélection, de t'assurer un gap de 5,5, 6 sur 10, quoi qu'il arrive, sur l'aspect collectif, sur la connexion, les connexions entre les joueurs notamment. Et pour moi, ça reste quand même une qualité. Et puis surtout aussi, le fait que, voilà, les adversaires, ils savent quand tu joues l'Espagne, bon, on va leur laisser le ballon. Donc il y a une supériorité déjà sur cette maîtrise-là. Après, il va falloir voir comment tu le gères bien. À la perte, est-ce que tu es soumis à des grandes difficultés? Tu trouves pas que certaines équipes ont eu justement des facilités à faire douter l'Espagne par rapport à ça sur la compétition? Un peu plus qu'à l'époque, mais en tout cas, par rapport à la qualité des joueurs, encore une fois, ça reste important. Ça reste important, et moi je pense que ça reste un socle qui leur permet d'avoir un seuil de niveau. C'est-à-dire, et ça leur permet aussi parfois d'aller sur des matchs aussi ennuyeux et de pouvoir aller en prolongation, d'épuiser l'adversaire et d'aller même au tir au but. Prolongation contre la Croatie, contre la Suisse, c'était les tirs au but. Voilà, c'était les tirs au but, il me semble, contre le Maroc, contre la Russie aussi. C'est-à-dire que même quand ils sont... On en parlera dans les prochaines previews, mais quand l'équipe de France, on dit ils sont très très durs à sortir, l'Espagne aussi est très très dur à sortir. Ils ont beaucoup de mal à sortir les équipes. L'Espagne est très très long à sortir. Exactement. Voilà, c'est un peu bon. Je vais prendre
une comparaison tennistique, ça va parler aux Espagnols, mais c'est un peu un match de terre battue en 5-7, quoi. C'est-à-dire qu'on, pour aller les battre, il faut les battre. C'est super tie-break dans le 5e, ou en tout cas, ça va être compliqué, ça va être long, c'est sur terre battue, c'est dur, va falloir créer. Ou en tout cas avoir une concentration ultime pendant toute la rencontre. Et moi, je pense que c'est avec la maîtrise et avec le jeu que ce jeu-là, on va dire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, et chacun a sa sensibilité, mais il te reste un gap. Et qui peut faire très mal, hein. On l'a vu le Costa Rica, la Coupe du Monde, Oui, qui quand en prend 7. quand ça se goupille bien. C'est ça, quand ça se goupille bien, quand l'équipe en face prend la marée, effectivement, c'est des scores assez fleuves, pour rester dans la métaphore maritime. Elton Mokolo, les ailiers, pour toi, alors on a titré cette émission, est-ce que c'est déjà l'Espagne de Yamal? Mais est-ce que tout va passer par les ailes lors de ce championnat d'Europe? Toi, en tout cas, pour toi, c'est une des qualités de cette équipe aujourd'hui. Bah, pour moi, c'est une nouvelle qui est très intéressante par rapport à ce qui s'était passé lors du dernier Euro et par rapport à ce qui s'était passé lors de la dernière Coupe du Monde, surtout parce que le jeu de l'Espagne, on le connaît, c'est-à-dire un jeu de possession, volonté de s'installer dans le camp adverse. Par contre, d'ailleurs, Walid, il m'avait fait écho d'une discussion qu'il avait eue avec Walid Regragui. Tu avais un problème de déséquilibre. Et par rapport à la Coupe du Monde, pour moi, c'est la principale information. Tu as eu un renouvellement à ce poste, avec notamment des ailiers qui ont des qualités qui sont franchement extraordinaires. Parce que quand tu évoques Nico Williams et quand tu évoques Lamine Yamal, on parle de 2 joueurs qui sont parmi les 5 meilleurs ailiers de ce championnat. C'est-à-dire que cette saison, bien évidemment, tu as Vinicius qui est au-dessus du lot. Tu pourrais ajouter Savio de Girona. Mais derrière, et je te dis derrière, et même à hauteur, et je te dis bien à hauteur, il y a Nico Williams qui a fait une saison extraordinaire avec Bilbao, et Lamine Yamal, une saison extraordinaire pour un joueur de saison. Je vous rappelle que Lamine Yamal a été élu meilleur espoir de la Liga. Meilleur espoir de la Liga à seulement 16 ans. Donc pour moi, c'est quelque chose de très intéressant parce que le jeu espagnol qui pourrait être caricaturé, qui pourrait être défini comme un jeu redondant, et ben justement avec ce type de joueurs qui sont capables de déséquilibrer, qui sont capables de porter le ballon de manière dangereuse, qui sont capables de donner la dernière passe et qui sont capables de marquer, pour moi, c'est une nouvelle qui est très importante pour l'Espagne et c'est pour ça que pour moi, déjà, les points forts du côté de l'Espagne, tu pourrais te dire milieu de terrain, mais pour moi, pour valoriser la possession, ce sont les ailiers qui, à la différence du dernier Euro, qui était quand même très gentil, et surtout lors de la Coupe du Monde 2022, là, tu as gagné en gap. Tu as gagné en qualité. Il y a un gap entre les deux. Alors Walid, c'est pas pour confronter vos deux avis, parce qu'effectivement, avec les explications d'Elton, ça peut se compléter. Mais pour toi, il y a quand même quelques lacunes. Ça va être sur les individualités de cette équipe. Autant le collectif est bien huilé, autant si on doit trouver un défaut, ça va peut-être avoir le joueur clutch. Oui, bah oui, l'individualité autosuffisante qui peut te faire changer la rencontre à n'importe quel moment dans. Et ça, tu le vois pas en Nico Williams ou surtout un. J'attends de le voir. Yamal. Moi, Nico Williams, je l'ai pas assez vu à Bilbao cette saison. Elton dit qu'il a fait une super saison. C'est très très bon. Maintenant, encore une fois, entre Bilbao et l'Espagne, il y a un gap. Ouais. Faire gagner une compétition ou être un acteur majeur d'une compétition internationale comme l'Euro, c'est autre chose. Il avait fait une belle entrée en plus contre le Maroc et je trouve qu'il avait été sous-exploité à l'époque par Luis Enrique. Lamine Yamal, super crack aussi, mais si le mec à 16-17 ans, il fait un Euro exceptionnel, on n'aura quand même pas de mots pour. Ce serait pas normal, ce serait la normalité. Donc en fait, encore une fois, moi le seul joueur autosuffisant qui peut apporter quelque chose d'exceptionnel, je pense que c'est Rodri, mais même lui a besoin des autres. Avec un poste clé, il peut peut-être se dézoner, avoir une zone d'action un peu plus grande, mais ça reste un numéro 6, quoi. Et puis je suis pas sûr qu'avec Alvaro Morata, qui parfois peut faire des bonnes choses, mais tu sais pas, c'est aléatoire, c'est la roulette russe, quoi, avec Alvaro Morata, il est capable de mettre un doublé, un triplé, et là donc voilà, moi, et puis l'aspect des deux surfaces, donc Morata, la défense centrale, il y a quand même pas mal de choses qui me font dire que quand ça va être serré, quand ça va être les matchs au couteau, est-ce que tu as ces mecs-là? Et moi, pour moi, ça reste un gros point d'interrogation. Elton, justement, pour être dans la continuité de ce que dit Walid, il y a notamment un secteur où on peut se poser la question, où ça manque peut-être de patrons, ça manque peut-être de joueurs forts, c'est la défense centrale. On en a déjà parlé un petit peu au début de l'émission, même la défense tout court, je pense qu'on peut l'élargir. Bon, après, tu as quand même ta Carvajal, notamment, qui va être Carvajal qui sort de la meilleure saison de sa carrière. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pour ça. Mais donc, tu as quand même quelques maudits, mais c'est vrai qu'en défense centrale, c'est pas pour dénigrer la France, mais quand on voit une charnière Laporte-Le Normand, qui serait peut-être même pas aujourd'hui dans une liste élargie de l'équipe de France, par exemple, pour parler de leur pays d'origine,
on se dit c'est léger pour une compétition. C'est vrai parce que tu as une réalité qui est contrastée pour l'Espagne, notamment sur sa charnière centrale, qui est des motifs d'inquiétude. C'est-à-dire que quand tu regardes la composition de la défense centrale de l'Espagne, que ce soit Laporte, que ce soit le Normand, que ce soit aussi Vivian de Bilbao qui a fait une belle saison, et Nacho du côté du Real Madrid qui s'est quand même bien redressé sur la dernière partie de saison avec en point d'orgue ce qu'il a fait en phase éliminatoire de Ligue des Champions, tu te dis quand même qu'il y a un manque. Parce que là, pour le coup, Laporte, on n'a pas beaucoup de références parce qu'il est en Arabie Saoudite du côté d'Al Nassr. Le Normand, on a vu que c'était défensivement que la Real Sociedad s'en était bien sortie, mais c'est principalement aussi par rapport au travail de Remiro qui t'a beaucoup sauvé. Donc moi, je me dis que face à des profils explosifs sur les transitions, moi, je suis pas non plus rassuré par l'état de cette charnière centrale parce que même si l'Italie, c'est de moindre qualité par rapport à ce qu'ils ont pu proposer, la gestion d'un Scamacca, ça peut être compliqué. Face à la Croatie, je demande à voir. Donc moi, je ne suis pas rassuré par l'état de la défense centrale, si bien que pour moi, c'est une charnière centrale qui est quand même très homogène et pas forcément la plus qualitative. Alors, ça nous permet d'aller sur les joueurs les plus attendus de la compétition. Et je crois que vous avez les mêmes, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, je vais commencer avec celui d'Elton, parce que tu parles de cette défense, il va falloir la protéger. Donc forcément, le joueur qui va avoir le rôle le plus important, que ce soit et dans ce dont parlait Walid il y a quelques instants, la maîtrise technique, mais aussi combler les brèches derrière, ça va être Rodri. Ça doit être son tournoi parce que Rodri, pendant 6 ans, il a attendu dans l'antichambre parce qu'il y avait Sergio Busquets et qu'à partir du moment où il y a Sergio Busquets, il ne pouvait pas être là en tant que titulaire devant la défense. D'ailleurs, je vous rappelle, pour évoquer le fait qu'il y a un gros problème du côté de la défense centrale de l'Espagne, Rodri avait été défenseur central tout au long de la compétition. C'est vrai, il avait été très bon même. D'ailleurs, pour moi, ça avait été le meilleur Espagnol de la compétition. Là, cette fois-ci, la donne a changé. Sergio Busquets a pris sa retraite et Rodri est devenu le meilleur milieu défensif au monde. Il va falloir que ça se traduise notamment de cette manière-là. Rodri a quand même été l'un des joueurs les plus importants lors de la Ligue des Nations remportée par l'Espagne. Il doit confirmer ça dans une poule où justement il va être challengé au milieu de terrain parce qu'il va retrouver la Croatie. La Croatie, on sait très bien que sa qualité principale réside au milieu de terrain avec Luka Modric, Kovacic, etc. Et même l'Italie avec les Jorginho. D'ailleurs, ils ont été aux prises lors du dernier Euro. Donc tout ça pour dire que Rodri, ça doit être son tournoi, le tournoi de l'avènement en tant que cerveau de l'Espagne. Parce que ça a été le soldat, ça a été un colonel, un sergent, mais là aujourd'hui c'est le général, clairement, de cette équipe. Ah oui, c'est le joueur qui a le plus d'expérience et même si parfois il a pas mal de déclarations en fin de match qui font... c'est un mauvais perdant. Ouais, voilà, c'est un mauvais perdant. Mais en tout cas, quand il est sur le terrain, il se donne à 120%, il apporte tout son charisme, tout son leadership, voilà, moi c'est un joueur que j'adore, short relevé, il bombe le torse, il prend le ballon, il combine, il essaye de faire avancer le jeu constamment. C'est le milieu moderne par excellence et pour moi c'est le joueur world class confirmé de cette équipe espagnole sans véritable débat. Il va falloir encore qu'il le montre, ouais. Alors on va parler de vos petites surprises pour l'Euro. Je vais commencer avec toi Walid, parce que tu as pris peut-être le joueur le plus européen qui puisse exister dans moi, c'est pas une surprise parce que je pense qu'il va sûrement démarrer avec l'Espagne. En tout cas, c'est un joueur qui était sorti des radars espagnols, voilà, et qui fait une super saison. C'est-à-dire que, et puis même, qui est un crack, alors c'est Grimaldo, qui était un crack du Barça, Elton, si je me souviens bien, en tout cas un crack annoncé. Et qui a 28 ans aujourd'hui, non ? Qui a connu sa première cape sous de La Fuente. C'est ça, et qui aura attendu tout ce temps-là pour, entre guillemets, sortir du bois. Il y avait des sacrés clients, en fait, à son poste. T'avais un petit joueur passé par le Barça qui a quand même fait 10 ans. Oui, bien sûr, mais c'est aussi paradoxalement. On parle de Montoya, bien évidemment. Exactement. Non, mais il est dans cette sélection Grimaldo aussi parce qu'il vient de faire une année tonitruante avec Leverkusen, qu'il a aussi changé de dimension en Allemagne. Donc c'est aussi ça qui va être intéressant. Oui, ça va être une vraie curiosité parce que est-ce que dans une défense à 4 et pas dans une défense à 5, dans un rôle de défenseur plus classique. Exactement. Alors Benfica, si j'ai pas de bêtises, il était dans une défense à 4. Oui, il pouvait jouer, mais là il a jamais fait la saison qu'il a fait comme au Bayer Leverkusen où il a une véritable liberté et il a eu une possibilité, notamment sur le plan offensif, à faire très très mal. Et quand on sait qu'offensivement il y a encore des problèmes dans cette équipe espagnole, ça va être intéressant de voir comment il va faire ce espèce de mix entre l'aspect défensif et l'aspect offensif. Mais ouais, moi c'est
C'est un joueur qui normalement va compter. Et maintenant, mot surprise, il est peut-être un peu galvaudé. Mais en tout cas, à l'échelle espagnole. Une révélation d'ailleurs, parce qu'il est un peu plus. À l'échelle espagnole, c'est un joueur qui, moi, va m'intéresser pour sa première compétition en tant que titulaire avec l'Espagne. Non, mais c'est pas neutre parce qu'on sort de 12 ans de Jordi Alba. 12 ans. 12 ans, c'est quand même. Enfin, 10 en l'occurrence. Mais... depuis, tu peux considérer 2012. Depuis 2011, parce qu'il avait commencé avec eux. Mais en tant que tournoi de 2012 jusqu'à 2023, parce qu'il ne faut pas oublier que Jordi Alba est le capitaine de la sélection espagnole lors de la Ligue des Nations. Donc c'est une page très importante de l'histoire de l'Espagne qui s'est tournée. Et faut pas non plus oublier que Gaïa était préposé pour être titulaire. Mais Gaïa s'est blessé sur le sprint final. Donc Grimaldo sera particulièrement attendu parce que effectivement, il a été mis en avant par Leverkusen, mais dans un rôle qui sera bien différent de celui qu'il va connaître du côté de l'Espagne. Parce que là, on va lui demander d'évoluer en tant que latéral gauche beaucoup plus classique. Alors qu'à Leverkusen, c'était un piston, mais qui évoluait parfois en 10. C'est pas faux. Walid, est-ce que tu arriveras à trouver la surprise d'Elton Mokolo? Non, il me connaît assez pour... il doit avoir quoi, lui? Ferman Lopez. Bah voilà, t'as vu, il me connaît. T'es beau. Oui, oui. Joueur qui est pas dans le 11, qui est au Barça et qui est dans une bonne dynamique. Il y en a qu'un. C'est un bingo, Elton Mokolo. Il a trouvé facilement. Il y en a qu'un en même temps, là, pour le coup, avec tous ces critères. Fermin, donc, qui effectivement a été la bonne surprise du Barça déjà cette saison. La très bonne surprise du Barça. Rendez-vous compte, il y a un an, jour pour jour, il évoluait à Linares en 3e division. C'est-à-dire que le joueur Fermin Lopez n'était même pas assez bon pour être dans l'équipe réserve du Barça Athlétique. Et donc aujourd'hui, il est dans la liste des 26 meilleurs joueurs espagnols. Et pourquoi je dis Fermin Lopez? Parce que sur la fin de saison du Barça, bon, même s'il n'y avait rien à jouer, si ce n'est la 2e place, pour moi, ça a été le meilleur Barcelonais. C'est-à-dire que lui, il a une qualité qui est très intéressante pour un milieu de terrain, parce qu'on a beaucoup fait ce procès au milieu de terrain espagnol, c'est-à-dire cette incapacité à être dangereux dans les derniers mètres. Par contre, Fermin Lopez, c'est un milieu de terrain avec l'âme d'un attaquant. Tu regardes la réalité de ses buts, c'est la réalité d'un avant-centre. Oui, là, dans l'équipe qu'on a vue tout à l'heure, il s'intègre potentiellement dans une fin de match à la place d'un Dani Olmo. Ouais, ça, c'est quelque chose qui peut m'intéresser parce que dans sa capacité à arriver dans la surface, dans sa capacité justement à couper des centres, Fermin Lopez, il a une qualité et à marquer dans les matchs importants. Parce que ça, et à marquer dans les matchs importants parce que tu fais bien de le dire, il est question de quoi? Il est question de Naples, il est question du Real Madrid. Donc ça, c'est des choses qui sont très intéressantes et qui te font dire, et j'ai oublié l'Atlético de Madrid au Civitas Metropolitano. Donc ça, c'est des qualités que, par exemple, un Pedri, avec tout ce que je peux dire de très très bien pour lui, il n'a pas nécessairement. Même chose, j'allais dire Rodri, mais Rodri, il a marqué en finale de Ligue des Champions, il a marqué contre Aston Villa. Fabien Ruiz, il n'a pas forcément cette qualité. Il vient de marquer en finale de Coupe de France. Mikel Merino n'a pas forcément cette qualité, mais par contre, à Fermin Lopez, on parle d'un joueur qui est quand même le 2e meilleur buteur du Barça pour sa première saison complète avec l'équipe première. Donc c'est pour ça que c'est ma surprise. Plus d'une dizaine de buts effectivement avec le Barça cette année, Fermin Lopez. Petite surprise d'Elton Mokolo, pourquoi pas avoir effectivement durant cet Euro, ça va être un joueur qui va avoir pas mal de choses à jouer. Je vous propose qu'on se revoie l'équipe probable avant de voir le parcours et le groupe qui attend l'Espagne, avec effectivement donc une équipe largement remanié par rapport et à la Ligue des Nations et à la Coupe du Monde 2022. Mais il y a du joueur quand même. C'est ce que je veux dire. On le voit quand on regarde le banc, on se dit il y a beaucoup de joueurs qu'on connaît. Pas l'équipe de l'Hospitalet non plus. Elle fait très Liga pour le coup, comme toujours. Mais très Liga diversifiée pour le coup. Pas Liga. Pour le coup, c'est ce qui est bien, c'est ce qui a été mis en avant, c'est la photographie de ce qui s'est fait en Liga, à l'exception, quand même, exception notable du fait qu'il n'y a pas l'influence de Girona. C'est-à-dire qu'il y avait peu de joueurs espagnols dans l'équipe. Alex Garcia était dans la liste des 29, il a été écarté au dernier moment. Et Eric Garcia. Eric Garcia n'est pas, mais Alex Garcia, malheureusement, il est dans la zone de Rodri et de Zubimendi. Donc il partait de très loin. Il a été effectivement écarté avec Koubarsi cette semaine. Liga BBVA, un peu plus 5-6e que premier, deuxième. C'est ce que je dis. Ça fait une équipe très Liga, mais pas Ligue comme avant. La comparaison qui a été avancée, c'est la comparaison avec la comparaison de la liste de 2008. Est-ce que c'est prémonitoire? Parce qu'en 2008, c'était davantage très marqué Liga. Oui. T'avais Guiza. Liga, c'était plus Real Barça que. Non, ils n'étaient pas encore arrivés 2008, rappelle-toi. Ah, 2008, tu m'as dit. T'as Marco Senna, t'as Capdevilla, etc. T'avais l'influence de Villarreal, l'influence de Valence qui était très représentée, et t'avais aussi Real Barça, mais c'était moins prononcé. Ensuite, David Villa. Ensuite, ça a été très principalement Real Barça sur 2010 et 2012. Et c'est pour ça qu'ils ont parlé de 2008.
Bon, Oui, enfin, c'était des joueurs quand même un peu. Ouais, bah, Ouais. par contre, c'était Ouais. des joueurs Ouais. un peu plus qualitatifs. Bon, après, Iniesta, un an et demi avant, il joue 2 ans avant, il Ouais, la finale après, Ligue des il Champions, il est pas il te titulaire. retourne quoi. une finale de Ligue des Champions 2006 quand même. Ouais. De quoi Il te retourne une finale de Ligue des Champions 2006. Oui, mais je veux dire, il n'était pas titulaire en finale Ligue Oui, des il est pas Champions. forcément donc, titulaire, mais bon. Non, mais Iniesta, c'était pas encore. Si euh, tu veux, Fermin Lopez. il était en train d'écrire sa légende. Si tu veux, Fermin Lopez, il faisait pas ça. Oui, bon, ça c'est aussi Après, parce que je- le club a Je changé. peux aussi t'avancer que Fermin Lopez a 21 ans, il a que 21 ans. Iniesta, fait. c'était un 80. Non, mais c'est vrai que je Ouais, dis, Iniesta, il avait 20 ans, bon, ça marche pas. 2008, il y a des joueurs qu'aujourd'hui qu'on considère comme des légendes, mais qui à l'époque avaient tout à prouver. Ça, c'est Donc, vrai. pour Ça, le c'est coup, vrai. pourquoi pas. Moi, j'essaie toujours d'être optimiste pour les socios qui nous regardent et qui supportent les équipes que l'on traite. Le groupe, justement, de l'Espagne, c'est le groupe de la Muerte. On peut dire ça comme ça. Oui, en tout cas, c'est le groupe le plus homogène de ce championnat d'Europe. L'Espagne, la Croatie, l'Italie, l'Albanie. L'Espagne qui commencera par la Croatie. Ils ont vraiment pas le tirage cool pour le coup, les Espagnols, parce que le calendrier, parce qu'ils vont jouer la Croatie sur le premier match et l'Italie sur le deuxième. C'est-à-dire qu'ils peuvent jouer un match couperé contre l'Albanie dans un scénario catastrophe où ils sont obligés de gagner parce qu'ils ont que 1 ou 2 points. Donc ça peut être. Ils peuvent aussi se mettre une grosse pression sur ce début de compétition, les Espagnols. Ça, c'était pour le programme. Maintenant, on va essayer de se projeter sur la suite de la compétition, les socios, avec l'instant au tableau by Winamax, bien sûr, notre partenaire qui nous accompagne depuis le début quasiment de l'aventure du Club des 5. Je vous rappelle bien sûr que jouer comporte des risques, que ça doit être, comme on va le faire dans quelques instants, un bon moment, un moment de partage, un moment de rigolade, un moment de fun, et surtout pas une contrainte pour vos vies personnelles. Donc si vous avez le moins de problèmes liés au jeu en ligne, vous avez un petit numéro qui s'affiche en bas de votre écran et vous pouvez contacter les professionnels pour vous aider. Ça, c'est pour la prévention, l'avertissement, pour que personne, entre guillemets, ne fasse de bêtises. Je vous rappelle les règles de l'instant au tableau by Winamax. Toutes les émissions, les chroniqueurs proposent des codes, des pronostics sur les matchs, et là, en l'occurrence, la compétition qui arrive. Si jamais le prono est bon, ils remportent en termes de points ce qui correspondait à leur cote. Et donc après, on a un petit classement qu'on a vu hier d'ailleurs sur l'émission de l'Allemagne et qu'on reverra pour le début de l'Euro. Tiens, comme ça, on aura toutes les réponses d'ici là. On va commencer avec... mais je viens de me rendre compte que je n'ai pas noté vos paris, donc je vais les découvrir avec vous, les socios. Moi, j'ai mis Je vais commencer avec toi, Walid. l'Espagne qui termine premier de sa poule. Premier de la poule pour Ouais. l'Espagne En parlant de la à poule. 1,85. Ouais, je pense qu'ils vont avoir la maturité nécessaire de bien faire les points où il le faut et de bien commencer la compétition contre la Croatie. Moi, je pense que la Croatie et l'Italie, c'est pas aussi beau et aussi fort que les nations et l'historique des nations récents veulent bien nous le montrer. Et je pense que l'Espagne va faire le boulot, 6-7 points. Peut-être que ça va se manger pas mal de points entre eux. Je pense que l'Albanie fera 0 points et que l'Espagne sera première. Ok. Voilà, je le vois comme ça. Donc un groupe un peu Ils ont compliqué, mais... l'habitude des poules compliquées. Oui. Ils avaient eu Allemagne, Japon, Costa Rica qui n'était pas simple du tout. Ils ont terminé premier. Non. Non, ils avaient terminé deuxième parce que c'était le Ils Japon avaient qui est terminé deuxième. sur le fil. Sur le Avec fil. 4 points. Voilà, C'est ça. à 4 points, mais ça avait quand même plutôt bien démarré. Il y avait eu Pologne. Il y avait eu Pologne-Suède, il me semble, et il m'en manque un. Slovaquie, le seul Slova- 0 à Slovaquie. la carte rouge. Où ils avaient fait 2 nuls aussi, mais derrière, je crois que je vois l'Espagne. Je vois l'Espagne plus de maturité, bien commencer cette poule. 1,85 donc pour l'Espagne, première du groupe, pardon. Première du groupe, oui. Dans ce cas-là, l'Espagne qui, pour le coup, se faciliterait peut-être. Après, ça dépend toujours des meilleurs troisièmes, mais le parcours pour la suite. Elton, qu'est-ce que tu nous proposes sur cet Euro espagnol? Alors moi, je suis allé sur l'Espagne qui termine deuxième. Ah, Donc la Croatie qui termine première parce que j'ai regardé notamment les derniers... et l'Italie troisième du coup Et ou l'Italie quatrième, d'ailleurs l'Italie troisième. D'accord. Et je suis allé notamment sur la dernière compétition de l'Espagne et tu t'aperçois que la dernière fois que l'Espagne a fait plus de 6 points, et je dis bien plus de 6 points, c'est à l'Euro 2012. C'est à l'Euro 2012 où déjà à l'époque, ils avaient et la Croatie et l'Italie. Et l'Irlande. Et l'Irlande, comme un clin d'œil du destin. Mais pourquoi je vais sur l'Espagne deuxième cette fois-ci et pas première comme en 2012? Parce que je pense qu'ils vont être désavantagés par le calendrier qui est tout de suite exigeant. Alors,
du côté de l'Espagne, on pourra t'avancer que ça évoquera des bons souvenirs parce que sur le Final Four, ils avaient affronté et l'Italie et la Croatie, ce qui ne les avait pas empêchés de gagner. Mais face à la Croatie, je rappelle, c'est allé au tir au but. Et face à l'Italie, tu gagnais à la 88e minute grâce à un but de Rosselló. J'ai du mal à penser que sur les 2 premières journées, l'Espagne sera à 6 points. Et moi, je me dis que le cut de la première place se situera autour de 6 points, justement. Et donc, par rapport à ça, sur une notion de calendrier, je pense que l'Espagne sera désavantagée par le fait de jouer successivement la Croatie et l'Italie. Donc, c'est pour ça que je la vois deuxième. C'est la Croatie, limite, qui serait du coup avantagée en jouant le dernier. Exactement. Voilà. C'est ça. Je comprends le choix. 9,50 quand même pour un prono qui est pas fou non plus, hein, on va pas se mentir. Hein, je pense que le classement peut bien bouger pendant ce mois de l'Euro parce que sur les paris compétitions, il y a pas mal de risques qui sont pris avec des cotes qui sont quand même assez intéressantes. Voilà pour vos pronos. J'ai même pas regardé. On l'a fait hier pour l'Allemagne. Je vais voir à quelle place est l'Espagne dans les paris compétitions. Je vous disais hier, donc l'Angleterre était première bien sûr en tant que favorite. L'Allemagne était troisième. La France est deuxième. L'Espagne est cinquième favori pour les bookmakers. Côté à 9, voilà, derrière le Portugal, l'Allemagne, l'Angleterre et la France. Donc voilà, donc l'Espagne a quand même une certaine cote sur cette compétition assez intéressante. Merci à tous les deux en tout cas pour cette nouvelle preview sur la chaîne du Club des 5. On se retrouve très rapidement dès demain pour une nouvelle équipe. On a encore une fois isolé 6 favoris. Alors peut-être que vous ne serez pas d'accord avec nous sur les favoris. Hein, enfin les plus grosses nations en tout cas. 6 grosses nations qui sont intégrées qui sont très attendues dans les championnats européens, par rapport aussi à notre connaissance, au club des 5 grands championnats, c'est aussi important. Hein. Oui, c'est vrai. Il faut une du coup, c'est lequel des 5 qui n'est pas dans le... Ah, le Portugal. On fera le Portugal qu'on fera en fin de semaine, parce qu'il rentre tard dans la compétition. Mais effectivement... On n'a pas fait de la Belgique et les Pays-Bas, par exemple. Alors qu'on aurait pu le faire et on en parlera pendant le... D'ailleurs, les Pays-Bas, c'est un adversaire direct. Tout à fait, c'est pour ça qu'on en parle. Pourront dire qu'entre les Pays-Bas et l'Italie ou la Belgique et l'Italie, ils sont meilleurs ou qu'il y a match. Après, l'Italie est championne en titre. Oui, voilà. C'est le seul. Ça suffit. Ça, malheureusement, c'est le privilège du vainqueur. Hein. C'est comme ça. Merci à tous les deux en tout cas. Walid et Elton, on vous retrouve très très vite ici et ailleurs, hein, parce que j'ai sur la chaîne du Club des 5, mais également à Winamax, à RMC bien évidemment. Merci à vous les socios d'avoir suivi cette émission au Club des 5. N'hésitez pas à commenter, à nous donner vos avis, à nous dire vous aussi le joueur que vous attendez le plus, la surprise, les qualités, les défauts de ces équipes, les pronoms aussi pour la suite de la compétition. Je voudrais remercier les équipes du Club des 5 qui ont préparé cette émission, Fares Hachem, Arthur Veil et à la réalisation Amaury Cotin. Et puis on se retrouve nous très très vite sur la chaîne du Club des 5 pour vivre l'Euro qui commence vendredi. Ciao. Ciao.